est 20h05. Nous allons commencer cette soirée. Bonjour à toutes et à tous qui prenaient le temps de venir nous écouter ce soir. Et avant de donner la parole à nos trois panélistes sur le véganisme au Japon, je donne la parole à Raphaël, qui est notre nouveau président français du Monde Tokyo, qui a des petites choses à vous dire. Voilà. Merci Olivier et bienvenue à toutes et à tous. Ça fait plaisir de voir tout ce public qui vient profiter de cette super conférence. Je pense que ça va être vraiment très très intéressant. C'est effectivement la première conférence que Français du Monde Tokyo organise depuis notre dernière Assemblée Générale. Du coup, vous profitez là du nouveau bureau. Qui est une évolution du bureau précédent. Hein. Ce n'est pas comme s'il y avait une révolution. Sublime, notre ancienne présidente, est toujours là et participe ce soir aussi. Je voulais féliciter par avance, ou en tout cas remercier par avance les panélistes de nous faire partager leur expérience et leur réflexion sur un sujet qui est quand même super intéressant et qui a des conséquences dans la vie de tous les jours des gens qui vont souhaiter réfléchir à cette question du véganisme, mais aussi des conséquences énormes sur la société. Il s'agit là de choix individuels qui peuvent avoir quand même des ramifications énormes sur notre empreinte carbone, la façon dont on vit et évidemment des aspects philosophiques qui vont, je pense, être abordés ce soir. Du coup, merci d'être là tous les trois ce soir. C'est vraiment super agréable d'avoir des gens qui veulent partager leur point de vue sur ces débats de société. Pour ce qui est de Français du Monde, ADF Tokyo, ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes une association représentative des Français de l'étranger, c'est-à-dire que nous avons un rôle à jouer formel auprès des autorités françaises au Japon et auprès des autorités japonaises d'être à l'écoute de la communauté française et d'en représenter les intérêts. Ce qui veut dire que cette conférence a un aspect qui touche à la nature même de l'association dont certains d'entre nous ici sommes membres. Du coup, voilà, je pense que c'était une précision importante à apporter pour expliquer pourquoi cette conférence a lieu. Il s'agit là pas seulement d'un sujet qui intéresse certaines personnes, mais vraiment de quelque chose qui est fondamental dans la raison d'être de Français du Monde ADF Tokyo. Et du coup, voilà, je suis très content que cette conférence ait lieu. Pour ce qui est des autres activités de Français du Monde, je pense que beaucoup d'entre vous, la plupart d'entre vous, sont au courant de l'existence de notre bouquinerie solidaire qui aura lieu en personne ce dimanche. Il me semble bien que ce dimanche, les recettes dégagées seront affectées au Téléthon. Donc, il y a là aussi une prise de responsabilité de l'association et de ses bénévoles et de ses soutiens pour avoir vraiment un impact sur la société japonaise, française, en général sur le monde humain. La bouquinerie solidaire existe aussi en ligne, donc je fais la pub là, bouquinerie.jp. Vous pouvez passer commande de bouquins qui ont été donnés à l'association et que des bénévoles s'occupent de trier, de mettre en vente et d'expédier. Du coup, n'hésitez pas à passer commande, c'est toujours apprécié. Voilà ce que je voulais présenter pour ce soir. Olivier, je te rends la parole pour introduire la conférence. Merci à tous. Merci Raphaël. Juste une précision pour la bouquinerie solidaire, puisque Raphaël s'occupe plutôt de la bouquinerie en ligne et en fait je m'occupe plutôt de la bouquinerie en présentiel. Les bénéfices en général de toutes les ventes que nous faisons sont systématiquement reversés à des associations caritatives ou des NPO, NGO internationales, japonaises et françaises principalement, mais pas uniquement. C'est pour ça que nous vendons les livres que les gens nous donnent. Par ailleurs, il faut savoir que les conférences, Zoom, ça coûte de l'argent. Le stockage des livres, ça coûte de l'argent à l'association.
Donc, nous tenons aussi absolument à ce que les conférences que nous donnons soient toujours gratuites pour tous les auditeurs, toutes les personnes. Donc, mais en revanche, si vous êtes prêts à faire des dons, nous prenons avec grand plaisir afin de combler les trous, afin de combler les trous financiers des activités que nous menons en fait pour la communauté. Voilà. Et ça, vous pouvez le faire aussi en passant par bookinery.jp. Vous achetez un livre et à la fin, vous pouvez aussi faire un don supplémentaire si vous en avez le cœur ou si le cœur vous en dit. C'est comme vous voulez. Je voudrais ajouter quelque chose. C'est qu'en matière de, voilà, effectivement, pour la bouquinerie en ligne, si vous souhaitez en ce moment faire des dons à l'association, l'idéal, c'est de passer par la bouquinerie en ligne. Et vos dons sont très utiles pour continuer à assurer la gratuité des activités et pour pouvoir continuer à faire nous-mêmes des dons à des associations. D'autre part, pour ce qui est de la bouquinerie en présentiel, faire don de votre présence et de votre soutien actif est tout à fait possible. Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour tenir avec nous les bouquineries maintenant qu'elles ont repris aussi en présentiel. Voilà, c'est juste ça que je voulais ajouter. Merci Sublime. Bien, bon, maintenant que la partie pénible est passée et terminée, nous allons enfin passer à la partie festive et je vais donner la parole à nos 3 intervenantes ce soir et qui vont intervenir très simplement dans l'ordre du flyer que vous avez tous vu. Donc, je vais leur donner la parole ainsi. Donc, d'abord, Isabelle Ito, qui est arrivé au Japon fin 94 et qui enseigne aux universités Showa Joshi, Waseda et Keio, qui est végane depuis 2013 et qui est membre des associations L214, Animal Rights Center Japan et Japanese Anti-Vivisection Association. Ensuite, Marine Charrière prendra la parole à son tour. Elle vit au Japon depuis 2017. Elle a fait un an d'études à l'université Waseda. Végétarienne depuis 2016, elle est devenue végane en 2018 et elle est aussi... tu es à quelle association? C'est Animal Rights Center Japan et il y en a une autre? Oui, c'est Animal Rights Center, c'est la même association, mais un pôle étudiant en fait. D'accord, très bien. Et enfin, le dernier intervenant de ce soir, Cédric Rolando, qui est bénévole pour l'association VG Project Japan en janvier 2016 et qui est venu s'installer en 2017 à Tokyo grâce à ce projet et qui, depuis, continue à travailler pour cette association et aussi pour la Tokyo VGMap, les sites VGMap.org, VGTime.net, VGProject.org et l'organisation de produits labellisés vegan et végétariens. Il en dira un peu plus tout à l'heure dans sa présentation justement à ce sujet. Donc, sans plus tarder, je donne la parole à Isabelle. Eh bien, merci Olivier et merci à la DFE de nous donner l'occasion de parler du véganisme au Japon. Et moi, je ne vais pas parler tout de suite du véganisme au Japon, mais du véganisme un peu plus généralement pour rappeler certains concepts importants. Alors, j'ai écrit un texte parce que je ne voulais pas dépasser une dizaine de minutes, donc je vais me permettre de le lire. Et peut-être aussi, je m'en excuse à l'avance, quelquefois je serai obligée de m'interrompre parce que j'ai des quintes de tout. Alors je me mettrai en mute. Alors, tout d'abord une définition du véganisme. Le refus de toute exploitation animale. Dans plusieurs domaines, donc dans l'alimentation, non-consommation de viande, poisson, produits laitiers, œufs, miel. Dans l'habillement, non-consommation de fourrure, cuir, laine, duvet, soie. Dans l'expérimentation scientifique, abandon des tests sur les animaux en médecine et en toxicologie. La toxicologie, c'est les tests de réaction aux produits chimiques. Tous les produits chimiques sont testés sur les animaux.
Donc tous les produits d'entretien, tous les produits qu'on utilise dans l'agriculture, les pesticides, absolument tout est testé sur les animaux, c'est réglementaire, disons. Suite à ça, dans le divertissement. Alors la chasse et pêche de loisirs, corrida, combat d'animaux, cirque avec animaux, zoo, aquarium, delphinarium, course hippique. Et on demande souvent quelle est la différence avec le végétarisme et le végétalisme. Alors je m'excuse pour les personnes qui connaissent déjà très bien, mais donc le végétarisme et le végétalisme, ces deux termes ne concernent que l'alimentation. Les végétariens ne consomment pas de viande. Certains consomment ou non du poisson, des produits laitiers, des œufs. On parle dans ce cas de pesco-végétarien, lacto-végétarien, ovo-végétarien. Les végétaliens avec un L, eux, ont un régime alimentaire exclusivement végétal, mais leur non-consommation de produits animaux ne s'étend pas aux autres domaines que j'ai cités précédemment. Alors, pourquoi devenir végane? Par respect envers les animaux considérés comme des êtres sentients. La sentience, alors ça s'écrit S-E-N-T-I-E-N-C-E, c'est un terme anglais à l'origine. C'est le fait donc pour un animal de posséder une sensibilité physique et psychologique ainsi qu'une conscience, c'est-à-dire d'être le sujet de sa propre vie. Et donc ça induit la possession d'un cerveau et d'un système nerveux, à la différence des plantes qui, ne pouvant pas se déplacer, n'ont aucun besoin d'un système de perception de la douleur. Dans le domaine de l'éthique, le concept de sentience est capital. C'est sur ce critère que se base le principe de considération morale, c'est-à-dire, dans la relation entre humain et animal, de considérer celui-ci comme souffrant ou bénéficiant d'une action bonne ou mauvaise et comme ayant des droits en tant qu'individu. Le fait que la plupart des humains ne reconnaissent pas ou méprisent la sentience des autres animaux dans le but de les exploiter sans frein moral a été défini comme spécisme, c'est-à-dire un système de domination et de discrimination équivalent au racisme et au sexisme, et qui est né de la même façon dans le mouvement des années 70, des grandes contestations sociales, mais qui a eu beaucoup moins de résonance, qui est un peu passé à la trappe. Supportant tout le poids des sociétés humaines, parce qu'on a vu dans tous les domaines que j'ai cités que les animaux sont partout, et il y a des morceaux d'animaux partout. Supportant tout le poids des sociétés humaines et pourtant considérés comme hors de la société, leurs droits fondamentaux ne sont pas respectés. Ne pas être tués, ne pas souffrir, vivre libre, assurer leur descendance et évoluer dans leur milieu naturel avec suffisamment de ressources. Les antispécistes sont ceux et celles qui refusent la hiérarchie en termes de considération entre les humains et les diverses espèces animales. Les animalistes, ceux et celles qui s'engagent de manière associative ou politique à faire reconnaître et respecter les droits des animaux. Alors, je vais parler maintenant du Japon plus particulièrement. Donc, moi, je suis engagée dans 2 associations. D'abord, je me suis trompée moi-même, j'ai présenté à Olivier en disant Japanese Anti-Vivisection, mais c'est Japan en fait. Japan Anti-Vivisection Association, créée en 1986. Donc, comme son nom l'indique, elle s'occupe d'améliorer la condition des animaux de laboratoire et aussi des animaux de compagnie qui sont abandonnés, errants, ou bien qui sont victimes de mauvais traitements. Et donc, la Japan Anti-Vivisection Association
Les actions, comment dire, concrètes, elle en fait assez peu. Ils sont plutôt conseillers, lobbyistes au niveau de la préparation des textes de loi et ils servent d'intermédiaires dans les municipalités aussi. Alors, les actions de ses membres, étude des lois comparées du Japon et d'autres pays dans les domaines de la recherche, de l'éducation, de la protection animale, afin de pousser le gouvernement japonais à s'y aligner. C'est un argument qui marche, en fait. C'est pas un argument de fond, mais le fait de s'aligner sur les pays modernes est, comment dire, est utile. C'est une considération utile. Demande d'abandon de la dissection dans certains établissements primaires et secondaires. Il s'agit des grenouilles. Demande d'abandon de l'euthanasie par le gaz des chiens et chats abandonnés dans les centres sanitaires municipaux, qu'on appelle Rokenjo. Et ça se passe s'il n'y a pas d'intervention, et ça se passe tous les vendredis, de façon hebdomadaire, donc, et comment dire, réglementaire. Information auprès du public par activisme de rue, donc tractage, présentation de panneaux, etc. La seconde association, Animal Rights Center Japan, créée en 1987, en suivant le mouvement de libération animale initié par le philosophe australien Peter Singer. Cette association s'occupe plus particulièrement d'améliorer la condition des animaux d'élevage agricole. Leurs activités, investigation dans les élevages, lobbying auprès des groupes agroalimentaires et du ministère de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, activisme de rue, tractage, panneaux explicatifs, organisation de réunions d'études et de conférences, campagne de signature et téléphonique, information auprès des médias, ils sont très, très actifs, n'est-ce pas Marine ? Alors, donc Marine, qui, elle, a eu la chance de participer au pôle étudiant de Animal Rights Center Japan. C'est c'était un club interuniversitaire. Oui, donc voilà, qui a été. Oui. Je te laisse expliquer, Marine. D'accord, parce que je vais y revenir plus tard dans ma présentation. D'accord. Donc, je ne sais pas si tu avais fini. J'ai fini, oui. Ça fait deux fois que j'essaie de te passer la parole. Ah, pardon, parce que j'étais en mute, donc je ne sais pas trop. Ouais, d'accord. Ok, bah super. Alors j'ai préparé moi aussi une petite présentation, pas trop cafouillée. Alors oui, déjà Olivier m'a présenté un petit peu, mais je voulais revenir sur le fait, pourquoi je suis devenue végane. Je trouve que ça reste intéressant de savoir pourquoi les gens deviennent véganes. Moi, j'aimais la viande, j'étais quelqu'un de normal comme tout le monde. Et puis un jour, par hasard, sur mon fil Facebook, je vois une vidéo du coup de L214 qui parlait du voyage des poussins. Du coup, j'ai regardé ça sans vraiment savoir ce que je regardais. Hein. Et ça a été vraiment un choc traumatisant. Et suite à ça, j'ai regardé d'autres enquêtes sur leur site internet et j'ai vu que c'était vraiment, il se passait des choses atroces et que j'étais pas au courant. Et que beaucoup de gens ne sont pas au courant. Et à partir de là, je me suis dit, bon, non, je peux pas. Donc j'ai réfléchi toute la nuit et après, je suis devenue d'abord végétarienne en 2014 à peu près. Et puis progressivement, j'avais dans le but de devenir végane pour pas participer à tout ça, on va dire. Et c'est quand je suis arrivée au Japon que je suis devenue végane grâce à justement cette association étudiante en fait, qui m'a permis d'avoir les clés en fait, pour devenir végane au Japon. Parce que j'en parlerai après, mais c'est pas aussi facile qu'en France, on va dire. Donc voilà, alors je voulais commencer un petit peu ma présentation en vous parlant de l'évolution de la cuisine japonaise à travers l'histoire, parce que c'est intéressant comparé aux pays occidentaux. Parce que la cuisine japonaise a quand même des racines profondément végétariennes qu'elle doit à l'introduction du bouddhisme au VIe siècle.
Donc, suite à cette introduction, l'empereur Tenmu, pour ceux qui s'y connaissent dans l'histoire japonaise, a décrété donc l'interdiction de consommer de la chair animale pour respecter les préceptes bouddhiques. Et à partir de là, donc, on a un début de consommation végétarienne. Alors, pas totalement, parce qu'ils pouvaient encore manger du poisson et certaines viandes de gibier. Ceci dit, après, il y a une impératrice qui a complètement interdit la pêche aussi, pour appliquer le bouddhisme vraiment jusqu'au bout, si j'ose dire. Mais après, c'est revenu sur du pesco végétarien. Ensuite, dans la période Kamakura, donc c'est à peu près une période où les shoguns, donc comme on peut dire les seigneurs de guerre, ont pris le pouvoir sur l'empereur. C'est une période très déterminante car elle va diffuser ce qu'on appelle la cuisine shojin, donc la shojin yori, qui va devenir ensuite un des socles de la cuisine japonaise. Donc c'est une cuisine qu'on peut traduire par élévation spirituelle. C'est une cuisine qui est végétalienne, donc qui respecte les préceptes bouddhiques et qui recherche des produits locaux, vivre en harmonie avec la nature et éviter à tout prix le gaspillage. Alors j'avais préparé une petite photo pour vous montrer un petit exemple. Alors c'est parti, partage d'écran. C'est pas simple. Est-ce que ça fonctionne? Ouais, d'accord. Ça marche. Est-ce que d'accord, parce que moi j'ai vos vidéos sur le côté, est-ce qu'on peut... Ça va. Je sais pas si on peut mettre en grand écran. Bon, en tout cas, vous... Ah non, zut. Voilà. Bon, j'imagine que vous pouvez voir du coup. Voilà. Donc là, on voit certains petits plats. Donc vous avez par exemple de la soupe miso en bas à droite, du riz, après des légumes. En haut, vous avez aussi des tempura, c'est des beignets, sorte de beignets, une petite, je pense que c'est, je suis pas sûre, mais je crois que c'est une satsumaimo. Patate douce. Patate douce. C'est une patate douce voilà, qu'il y a sur le côté. Donc voilà, ça vous donne un genre d'exemple qu'on peut avoir. Alors on peut manger de la cuisine shojin si vous allez dans les sanctuaires, non pas les sanctuaires, les temples du coup bouddhistes. C'est pas partout, mais si vous êtes un touriste et que vous voulez essayer, ma foi, vous pouvez. Voilà. Donc la cuisine végétarienne, donc elle a vraiment perduré au Japon jusqu'à à peu près la période Meiji, donc qui est connue pour avoir suivi la période de fermeture du Japon. Et à cause, si j'ose dire, des Occidentaux, toujours nous, hein, qui ont introduit progressivement dans les mœurs tout ce qui est la viande pour ouvrir à la civilisation, comme disait, et reproduire donc les coutumes de table européennes et s'occidentaliser au maximum. Et oui, j'ai noté donc, que l'empereur, en 1872, mange de la viande en public et la consacre ainsi, viande d'État. Et donc, donc la viande commence à se démocratiser de plus en plus, donc, notamment le porc et le poulet. Jusqu'à nos jours, maintenant, les Japonais consomment régulièrement, si ce n'est tous les jours, de la viande de porc, etc. Donc là, j'ai fini mon petit historique, si j'ose dire. Et voilà, je voulais revenir sur la shojin yori, parce qu'en fait, ça fait partie des cuisines végétariennes qui sont connues au Japon, avec la cuisine macrobiotique. Alors, je ne connaissais pas du tout avant de venir au Japon, mais j'ai eu l'occasion d'en voir dans des rayons de supermarché. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est? Et en fait, c'est une cuisine qui a été fondée en 1938 par un Japonais qui s'appelle George Ozawa. Et on peut définir la macrobiotique comme un mode de vie basé à la fois sur l'alimentation et une philosophie. Donc, elle s'inspire beaucoup de la shojin yori dans le but de favoriser la longévité et utilise les concepts asiatiques du taoïsme, le yin et le yang.
Donc, vous allez avoir en fait des aliments qui sont considérés yin et des aliments qui sont considérés yang. Et voilà, il faut jongler avec pour trouver un plat équilibré, qui ait un équilibre. Et au long terme, donc c'est une cuisine qui a pour but de réduire les sources de protéines animales et les remplacer progressivement par de la protéine végétale qui est plus riche en vitamines et minéraux. Donc notamment, on va retrouver beaucoup de soja, tofu, riz, miso, gingembre, algues, les nouilles aussi. Donc bon, c'est surtout des aliments qu'on trouve très facilement au Japon. Donc je ne sais pas en France si c'est développé, je ne sais pas du tout. Voilà, mais souvent au Japon, en fait, on va trouver la cuisine macrobiotique avec tout ce qui est vegan aussi. Enfin, c'est un peu regroupé ensemble, hein. C'est comme nous en France, on a tout ce qui est bio, vegan. Enfin, voilà, c'est très un peu dans le même genre. Alors, le véganisme en soi-même au Japon, c'est vraiment pas du tout connu. C'est-à-dire quand vous allez rencontrer quelqu'un et que vous allez dire je suis végane, ça va pas faire tilt tout de suite, si j'ose dire. Et du coup, on va souvent vous demander qu'est-ce que c'est. Et quand vous commencez à expliquer, voilà, je suis végane pour les animaux, on va un peu vous regarder comme si on n'avait pas compris. Non, pourquoi? Parce que au Japon, il n'y a vraiment pas d'informations sur la condition animale des élevages intensifs. Vraiment, ils n'ont pas du tout conscience de tout ça parce que les médias ne relayent pas du tout toutes les enquêtes. Moi, j'en vois sur YouTube de l'association dont je fais partie, et Isabelle aussi, des vidéos voilà, comme L214 dans les abattoirs et tout ça. Mais ce n'est pas du tout diffusé dans les médias, donc les Japonais sont vraiment pas au fait de ce qui se passe. Donc, du coup, ils ont une vision assez idéalisée de l'animal d'élevage dans son champ qui est tout content. Limite de se faire manger après. C'est un peu cette image-là. Et il faut savoir que les Japonais aussi, par rapport à leur relation assez privilégiée, entre guillemets, avec la nature, ils se considèrent déjà comme un petit peu respectueux de la nature. Par exemple, avant de manger, ils vont dire itadakimasu, ça veut dire voilà, voilà, je suis reconnaissant de cette nourriture, de recevoir du vivant. Et en fait, à partir de là, ils vont se dire que déjà, c'est une marque de respect envers ce qu'ils vont manger. Donc de là, voilà, ils peuvent un petit peu se dédouaner de ce qui a été fait juste avant. Enfin, c'est assez, voilà, c'est une relation assez bizarre. Et alors souvent, si vous allez dans les... Oui, voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est qu'en fait, les Japonais aussi sont victimes, je pense, entre guillemets, d'un marketing extrêmement efficace. Parce que par exemple, si vous allez dans certains restaurants, certains supermarchés, on va mettre en scène des animaux, des petites mascottes toutes mignonnes d'animaux qui sont là, oui, mangez-nous, c'est très bien. Vous allez voir par exemple des cochons se cuisiner entre eux et oh, ben, c'est mignon. Enfin, voilà, vous allez voir ce genre d'image véhiculée. Donc forcément, je pense que psychologiquement, on est complètement déculpabilisé d'ensuite manger ça. Donc voilà, le véganisme, ça a surtout une image à la limite de healthy, donc de nourriture bonne pour la santé. Et je pense que c'est véhiculé aussi par le fait voilà, que ça vienne de l'Occident, qu'il y a des stars qui sont véganes et c'est oh regardez, c'est la mode, ça vient d'Occident. Enfin, il y a aussi cette image-là. Moi, j'ai eu l'occasion de donner 2 interviews à des journalistes japonais et à chaque fois, j'ai été coupée parce que justement, je ne parlais pas de l'aspect healthy, je parlais surtout de l'aspect voilà, c'est horrible ce qui se passe dans les abattoirs et voilà, j'ai été coupée à cause de ça. Voilà. Donc du coup, je vais finir en enchaînant sur voilà, mon arrivée au Japon en tant que végétarienne et comment j'ai intégré l'association Animal Rights Center étudiant. Donc, en fait, quand je suis arrivée au Japon, voilà, je ne connaissais pas la nourriture japonaise, ce que je pouvais manger, même en étant végétarienne. Donc j'ai un petit peu erré, j'ai beaucoup erré, sans savoir quoi manger. Et un jour, alors que je passais au carrefour de Shibuya, on m'a distribué un tract de cette association. Et j'étais toute contente parce que je ne pensais pas qu'il y avait ce genre d'association au Japon. Et à partir de là, j'ai contacté le pôle étudiant qui m'ont accueilli directement. Et ensemble, on a fait plusieurs actions, plusieurs distributions de tracts.
Et c'est eux qui m'ont fait découvrir en fait des restaurants véganes que je ne connaissais pas du tout, ou acheter des aliments véganes. Parce qu'après, je pense que Cédric va vous en parler, mais au Japon, il n'y a pas forcément un logo vegan sur ce que vous pouvez manger. Donc en fait, vous êtes obligé d'analyser les compositions vous-même. Et si vous ne connaissez pas les kanji, c'est un peu compliqué. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué tout seul, en débarquant au Japon, de savoir quoi manger. Donc heureusement qu'on a pu m'aider. Et voilà, donc j'ai pu participer par exemple à la marche pour la fermeture des abattoirs. Alors je vais... Ah mais je suis toujours en partage d'écran là peut-être, non? Je sais pas du tout, pardon. C'est moi. Du coup je vais rester là-dessus. Voilà. Voilà, donc ça c'est une photo voilà, qui a été prise, je ne sais plus, c'est il y a 2 ans peut-être, et 1 an et demi. C'est une marche qui est mondiale, hein, ça se passe dans plusieurs endroits du monde. Et au Japon, on était vraiment beaucoup, j'étais étonnée, j'étais contente, j'étais fière. Et on avait eu l'occasion d'être en tête du cortège. Donc voilà, donc là j'ai une espèce de bonnet c'est un mouton, voilà. C'était vraiment une super expérience et il y avait quand même eu des bonnes réactions parmi les gens qui nous voyaient défiler, donc c'était très encourageant. Donc ensuite, dans cette association, c'est là où j'ai rencontré d'ailleurs mon futur mari et c'est lui qui m'a ensuite aidé à trouver à comment cuisiner en fait vegan chez soi au quotidien. Et alors je me suis dit que j'allais vous présenter quelques aliments vegan. Donc j'ai mis mes plats favoris, donc un petit ramen avec un bouillon shiitake. C'est très facile à faire hein, parce que bon, je suis très nulle en cuisine malheureusement. Donc je fais ce que je peux. Et là vous avez des makis alors avec du campio. Alors c'est un algue. Là j'ai fait une faute comme ça. Voilà, c'est un algue japonais en fait qui se rapproche un petit peu gustativement du saumon. C'est bizarre, mais du coup ça va parfaitement bien avec l'avocat. Et j'adore ces makis-là. Ça fait un peu californien. Ah. Oui, pardon, Isabelle. Bonne idée, le campio, ouais. Ah non, c'est génial. Mmh. C'est génial. Parce que c'est croquant et avec la douceur de l'avocat, ça doit être juste bien. Ah oui, c'est parfait. Moi, c'est mon petit péché mignon. Je crois que c'est du radis, daikon, saumuré, et donc avec cette couleur un peu rouge. Je crois que c'est à base de daikon, de gros radis, ouais, je crois. Ouais. D'accord, tu vois, en fait, j'en avais vu dans les combini des petits, juste au campio. Et à partir de là, je me suis dit, tiens, je vais essayer avec l'avocat. Et tu manges des natto? Pas du tout. Ah bon? Je déteste ça. Je me suis pas habituée. Ah d'accord, je suis désolée, je me suis trompée. Alors, Madame Watanabe dit ce n'est pas de l'algue, ce n'est pas du radis. Alors, qu'est-ce que c'est? Oui, éclairez-nous. C'est très gentil de le dire aussi. Oui, c'est clair. Peut-être on peut regarder nous-mêmes. Hein. On va regarder tout simplement. Je pense qu'on va continuer la conférence et oui. J'achève avec mon hamburger sur le côté qui est au poulet frit et qu'on peut trouver dans le restaurant Heinz of Ripple à Tokyo qui va malheureusement fermer. Mais en tout cas, si vous pouvez y aller avant, allez-y parce que c'est vraiment excellent. C'est, je pense, le meilleur hamburger de Tokyo. Voilà, vegan. Et sur ce, je vais passer la parole à Cédric. Et merci Marine, merci Isabelle et merci la FDE pour cette conférence. Je vais commencer en partageant mon écran. Ouais, Marine, si tu peux arrêter de partager. Ah voilà, c'est ça. Ouais, pardon, je suis pas Merci beaucoup. Alors, que je vais parler là. Est-ce que ça marche bien? Est-ce que vous voyez la première slide en full screen? Oui. Pas encore. Non, pas encore. Ah. Non, mais ça prend toujours un peu de temps, c'est normal. Tout à l'heure, c'était comme ça aussi. D'accord. Est-ce que ça arrive? Ça va arriver. Enfin, j'en profite pour dire que je ne connaissais pas le campio et que j'adore le natto. Voilà. Est-ce que ça s'affiche? Non. Il y a vraiment marqué Your screen sharing. Je vais retenter.
Pendant qu'on essaye de voir le PowerPoint de Cédric, voilà, ça c'est arrivé. Voilà, dans la période des questions-réponses, nous reviendrons sur le Campio. Non, le Campio, ça y est, j'ai trouvé, c'est une sorte de courge en fait. Oui, c'est ça. Mm. Et je voulais qu'on en parle après. Ah bon, bah, ça y est, c'est fait. Est-ce que vous voyez la première slide en full screen ou pas? Oui. Oui, d'accord. Donc, je suis Cédric Rolando et je travaille depuis 2016 avec l'association VG Project Japan. Par cette expérience, je vis le véganisme au Japon tous les jours et de manière très, très concrète. Pour commencer, VG Project, c'est quoi? Donc, je passe à la slide 2. Est-ce que ça marche? Parce qu'il y a marqué « Votre screen est en pause » et je ne sais pas pourquoi il y a pas marqué, il y a marqué ça. Ça y est, c'est apparu. Oui. D'accord. Donc, en 2013, Haruko Kawano, la fondatrice, souhaitait avoir des options véganes dans son restaurant universitaire. Elle fonde son association étudiante, VG Project, Kyoto à l'époque, parce qu'elle était à Kyodai. Et de fil en aiguille, il y a beaucoup de membres et d'autres universités qui ont suivi, donc, et qui ont intégré à leur restaurant universitaire des options véganes. Si vous voulez en savoir plus, je ne peux que vous conseiller l'excellent article de Monsieur Mondialisation. La révolution végétarienne au Japon se veut tolérante et respectueuse. C'est comme ça que j'ai pris connaissance de l'association lorsque j'étais en Europe. Et c'est comme ça que j'ai pris contact avec l'association. Donc ça a été publié en 2015 et republié sur Monsieur Japanisation en 2017. C'est le lien que je vous partage. Alors, en 2016, cette association étudiante devient officiellement une association à but non lucratif au Japon. Et depuis, VG Project collabore avec des universités, des restaurants, des producteurs, des industriels et le gouvernement. L'objectif, c'est de végétaliser l'offre au Japon, de rendre la possibilité du véganisme plus facile, plus attractive et de renforcer la dynamique qui est assez faible pour le moment, il faut le dire, et surtout quand on a commencé et comme on a pu voir avec Marine, c'est pour vraiment renforcer la dynamique végane au Japon. Entre les collaborations, les événements, on a un site de médias qui s'appelle vegetime.net où vous pouvez retrouver les news japonaises et mondiales. C'est en japonais principalement. On a le site vgmap.org qui est en gros une map de tout le Japon. Donc il y a même des petites villes, on peut trouver des trésors de restaurants véganes sur cette map. Donc vgmap.org, et on a commencé notre label Certified by VG Project en 2016. Et donc c'est avec ce dernier que je vais vous montrer la dynamique du véganisme au Japon. En japonais, il y a deux façons d'écrire vegan, donc bigan et vegan. La seconde façon est un peu plus populaire que la première, mais il n'y a pas de règle. Et en fait, grâce à ces termes, j'ai recherché sur Google Trends. C'est loin d'être le sujet ultime, l'indicateur ultime Google Trends, mais ça montre une vraie dynamique en fait, parce qu'il y a 5 ans, comme vous pouvez le voir en 2015, il y avait très peu, voire pas du tout de recherche, et les deux courbes donc, sur les deux termes sont assez similaires, avec des pics assez communs. Et comme on peut le voir maintenant, on a des recherches quasi journalières, donc de termes vegan en japonais pour le territoire japonais. Nous, dans notre boîte mail, on l'a vu aussi, cette popularité, c'est-à-dire qu'en 2016, quand on a commencé à faire le label, on avait 2 mails à peu près par mois de demandes d'informations. Aujourd'hui, on tourne à 4 mails par jour de demandes d'informations d'entreprise. Bon, ça ne veut pas dire qu'on donne à chaque fois des labels à tous ceux qui nous contactent, c'est juste des demandes de labellisation, d'informations, pardon. Mais aujourd'hui, on tourne à peu près 400 labels, incluant des restaurants, des produits, ça peut être des produits donc, à 90% de la nourriture, mais ça peut de plus en plus être des cosmétiques. Et voire, on a eu des demandes pour des sacs très récemment. Donc, nos partenaires, ça peut être des marques indépendantes, mais aussi de très grandes marques comme Yamazaki Pan ou Kagome, que je compare respectivement et de manière très subjective à des marques comme Harris ou Lustucru pour donner des équivalents en marques en France, parce que ce n'est pas forcément des marques françaises.
Et donc, au Japon, à nos yeux, il y a 3 grandes raisons qui expliquent le gain d'intérêt pour le véganisme. D'abord, c'est l'inbound business. Pardon. L'inbound business, donc, décidément, j'ai un petit souci de partage d'écran de mon côté. Dans le monde pré-Covid, comme on le voit sur ce graphique dont les informations sont tirées de campagne.fr, l'affluence des touristes... On voit pas le... Enfin, moi, je vois pas le graphique. Tu es retourné... Voilà, maintenant, on le voit. Pardon. Donc, comme on peut le voir ici, l'affluence des touristes était croissante avant le Covid, la Covid, pardon. Et donc, sur les 3 dernières années, donc de 2017 à 2019, on avait à peu près 30 millions de touristes. D'après le Japan Times, sur ces 30 millions de touristes, à peu près, 5% seraient vegan friendly. Ça veut dire qu'il y a 1,5 million de clients potentiels, et ça veut dire que le marché vegan au Japon, grâce à l'inbound business, est quand même très conséquent. Donc, le point d'orgue de l'inbound business, ça aurait dû être les Jeux Olympiques de 2020, mais bon, il y a eu la crise sanitaire mondiale et vous savez ce qui s'est passé. Aujourd'hui, malgré un ralentissement, chez BG Project, on sent que les acteurs de l'industrie poursuivent le cap, c'est-à-dire qu'on a pas mal de demandes d'infos et on a pas mal de nouveaux produits ou des belles choses qui se préparent. Après, on pense que c'est surtout pour 2021, parce que même si on ne sait toujours pas vraiment, normalement, les Jeux Olympiques seront là et normalement, il y aura des touristes qui viendront. Et on espère, pour nous qui vivons au Japon, on espère qu'après toute cette arrivée de touristes, ça continuera pour le public japonais. La seconde raison, ce sont les SDG. Je ne sais pas, pour les gens qui vivent à Tokyo, après, je ne sais pas dans le reste du Japon, mais moi, je vois pas mal de panneaux SDG fleurir à droite, à gauche. Donc, les Sustainable Development Goals. Pardon. Donc, ça, c'est l'ONU et c'est... le véganisme, en fait, il est, comme on a pu le voir, il est intrinsèquement lié au développement durable, à l'environnement, à la santé, au bien-être animal. Et donc, l'ONU, et du moins à Tokyo, ces valeurs sont de plus en plus mises en relief. Et c'est quand même porté par essence par le véganisme. Récemment, avec VG Project, on a aidé une marque qui s'appelle Perfect Earth. Ils ont une gamme de pâtes au riz et aux graines de chia et ils avaient fait un pop-up store pendant 4 jours. C'était des pâtes gratuites à Harajuku. Et sur leur menu, là où on pouvait manger, ils mettaient en gros quel SDG était mis en valeur grâce à leur marque. Enfin, une troisième raison est beaucoup plus locale, c'est l'industrie du bien-être. L'industrie du bien-être en 2017, j'ai été assez choqué quand j'ai trouvé ces chiffres. Donc, 4,2 trillions de dollars en 2017, dont 0,7 trillions de dollars pour une alimentation saine et nutritive. Bien sûr, alimentation saine et nutritive, ce n'est pas que le véganisme, mais en partie, les gens qui s'intéressent à ça peuvent s'intéresser au véganisme. Et je pense, après c'est quelque chose que je ressens aussi par les volontaires qu'on a, que l'industrie du bien-être, c'est une porte d'entrée du véganisme pour les locaux. Plus que le bien-être animal, plus que l'environnement, j'ai vraiment l'impression que cette porte est la plus grande. Pardon. Donc, le rôle du label. Quand on a commencé, donc, on a lancé le label fin 2016, mais on a commencé avant à y réfléchir. Il y avait bien du label végétarien, mais à part des labels véganes étrangers, on n'a rien trouvé au niveau japonais. Le plus généralement, les business et les clients ignorent le concept du véganisme, et là, ça recoupe ce que disait Marine. Que ce soit pour les clients ou les producteurs, la pédagogie a été essentielle au début de notre travail. Le but de notre label, c'est d'être un outil, un ciment, une communication pour et avec les producteurs, les consommateurs et enfin le grand public. Concrètement, la règle de notre label, donc, qui couvre maintenant la nourriture, les restaurants et de plus en plus les cosmétiques, mais au début, c'était vraiment, on voulait
une vraie volonté d'avoir, par exemple, des produits labellisés dans les combini ou des choses très simples. Donc, notre règle principale, c'est aucun ingrédient d'origine animale dans le produit vendu, et ce produit ne doit pas avoir été testé sur les animaux. Et avec l'expérience, on s'aperçoit que même des règles assez strictes comme ça peuvent ouvrir plusieurs débats et mettre en relief les différents degrés de perfection du véganisme. Parce qu'on a de multiples membres, il y a pas mal d'autres associations au Japon, et c'est intéressant, du moins dans le moment M, j'ai envie de dire, de voir qu'est-ce que la définition du véganisme au Japon et en 2020 ou en 2015, parce que je pense que ça évolue petit à petit selon les moyens qu'on a. Pour vous donner un ordre d'idée, un grand industriel voudrait faire une gamme végane, mais ils utilisent les mêmes chaînes de production que les gammes d'origine animale. Ça veut dire qu'il peut y avoir des risques de contamination. Ça veut dire que tant ils ont fait des tests animaux pour leurs autres gammes, est-ce que nous, on devrait labelliser le produit de la nouvelle gamme qu'ils veulent faire ou pas? C'est sujet à débat et on y a réfléchi pendant longtemps. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, au Japon, la dynamique, elle est assez molle et nous, on veut vraiment encourager. Donc, on a décidé de mettre le focus sur les produits et non pas sur les producteurs. Donc, on labellise, si un producteur, un gros industriel veut commencer une gamme entièrement végane, on va l'encourager. On va l'encourager parce qu'on se dit qu'on va végétaliser, on va aider à végétaliser cette compagnie et peut-être que au fur et à mesure, comme on peut voir récemment, Ikea, c'est super intéressant ce qui se passe avec Ikea, qui veulent, je crois, à 2025, porter à 50% de toutes leurs cartes véganes. Et en fait, c'est cette idée de végétaliser, de rendre vers ce qui existe déjà. Et donc voilà, après, c'est sujet à débat et on s'est parfois fait attaquer sur ça, mais pourquoi, s'il y a eu des tests animaux, pourquoi vous faites ça avec ce... Mais parce qu'il fait l'effort de penser au futur et de commencer peut-être quelque chose qui va justement faire dégager tout ce que nous, on combat. Je vais passer sur une partie plus concrète, le graphisme, et parce que je suis graphiste et que c'est moi qui ai dessiné ça. Donc, on a choisi le style iconique du sceau pour que ce soit directement identifié comme un label. Le vert et l'icône, bien sûr, c'est assez cliché, mais en fait, on s'est rapidement aperçu parce qu'on a fait des variations, on a fait des variations orange, on a fait des variations violettes, mais on s'est aperçu que ça a une vraie reconnaissance internationale, hors du langage. C'est-à-dire que même si on ne peut pas lire les romanji, même si on ne peut pas lire les kanji, on sait que ce produit, il a l'air d'être plus vert. Et ça, c'était très important justement pour la conception de inbound business. Les mérites d'un label en général, c'est une... Oh, pardon. Oh, oui. C'est d'améliorer la confiance des consommateurs, d'améliorer la visibilité et d'élargir le public parce qu'on éveille la curiosité. Et les mérites spécifiques au label de VG Project, c'est qu'on diffuse les infoproduits à nos partenaires, on publie des articles sur nos sites de médias et nos réseaux sociaux. Pour les restaurants, sur notre Vegemap, il y a même une icône spécifique partenaire. Et en gros, si les acteurs qui veulent commencer un produit vegan au Japon font appel à notre label, ils vont toucher une communauté végane qui est déjà bien installée, un cœur de cible qui est assez intéressant. Pour diffuser le label au Japon, on est parti un peu de rien, hein, il faut dire ce qui était. Donc au début, c'était contact, porte à porte, et on a fait des outils très traditionnels, le flyer, on a fait un site web, on a essayé de clarifier au maximum nos outils et de donner confiance à nos futurs partenaires en faisant justement un graphisme et en mettant en valeur notre logo sur notre site. Et donc, au tout début, c'était assez difficile, mais maintenant, comme je vous disais en introduction, c'est plutôt les clients qui nous trouvent. Et donc, on a à peu près 4-5 demandes de renseignements par jour pour ce label. Donc, je pense que c'est témoin d'une vraie dynamique. L'année dernière, on a eu la chance d'être mis en lumière sur plusieurs food exhibitions. Il y avait la Food Store Solution Fair
Et il y avait un booth spécialisé, pardon, qui était pour l'environnement et tout ce qui était éco-friendly. Et ils ont mis notre logo à côté de pas mal de gros logos internationaux. Et c'était une très bonne publicité et pour le véganisme et pour VG Project. Enfin, comme je disais tout à l'heure, débat et questions en cours. Donc, nous, nos freins actuels, c'est qu'il y a une sorte de compétition, voire un certain harcèlement pour ces questions, des degrés de perfection du véganisme. Tout est loin d'être rose dans le monde vegan japonais, même si pour le moment, la dynamique peine encore à s'élever. La philosophie de VG Project, elle est ouverte, elle a évolué et elle continuera d'évoluer en fonction des avancées du terrain. On est très en phase avec la phrase, et donc je crois que c'est Sublime qui l'a écrit, quand on choisit de devenir vegan, on exclut autant que possible toute activité faisant souffrir les animaux. Et donc, l'expression « autant que possible », pour nous, elle pèse de tout son poids parce qu'elle fait la différence entre ce qui est réalisable et ce qui est idéal, entre la théorie et la pratique. Et particulièrement au Japon, ça fait aussi dans la nuance, ça met en valeur la géographie et autant que possible, vraiment, c'est comment le concept de véganisme, il est approprié par chaque pays. Parce que j'ai encore le souvenir, on a été invité à Berlin avec VG Project à un sommet justement d'assaut vegan à ProVeg, qui est une des majeures associations véganes en Europe. Berlin, c'est le paradis du véganisme. On déconnecte le cerveau, on est tranquille. Il n'y a pas à se poser de questions, il n'y a pas à se dire « Ah ouais, bah, peut-être que là, ce sera végétarien, ok. » Mais non, il y a tout qui est… Si tu veux du vegan, tu as du vegan. Donc, c'est vrai que c'est complètement différent. Et au Japon, bien sûr qu'on aimerait un véganisme parfait avec des légumes bio et locaux. Parce que ça aussi, on a eu des questions. Le légume qui n'est pas bio, on a utilisé des pesticides. Les pesticides, ça tue les insectes, ça pollue les terres. Mais quand on voit qu'au Japon, on n'est qu'à 0,5 de terres cultivées bio, on se dit que forcément, il faut faire avec ce qu'on a, quoi, et que pour le moment, on essaie d'encourager cette dynamique. Et donc, ma conclusion, c'est que le label, c'est un moyen de faire bouger tout ça un petit peu en douceur et de l'intérieur, en fait. On est un ciment entre les producteurs, les institutions et les consommateurs. Et on est là pour essayer d'être une sorte de petit moteur qui vient pousser tout ça et commencer à encourager les produits véganes dans les rayons, dans les menus, et qui, au fur et à mesure, ça grandit et ça pousse et ça dégage ce faux besoin de produits d'origine animale qu'on a. On espère que d'ici quelques années, le véganisme, dans le concept idéal, prenne la place qu'il mérite, parce que comme on l'a vu, et comme le montrent les SDG, c'est du bien-être animal, c'est du bien-être humain, c'est plus de santé et c'est un vrai développement durable. Et c'est sur ça que je conclue. Je vous remercie. Merci beaucoup à tous les trois pour cette présentation non seulement intéressante, mais en plus assez large, justement, du véganisme et des différences aussi avec le végétarisme et le végétalisme. Alors, il nous reste une demi-heure pour les questions, donc je vais donner la parole immédiatement aux auditeurs. Alors, s'il vous plaît, pour les questions, utilisez le bouton Q&A, s'il vous plaît, et pas celui des commentaires, parce que comme ce n'est pas le même, ça complique un peu les choses, je risque de louper des questions si on se disperse entre les deux. Ça sera plus simple si tout se trouve sur le Q&A pour les questions. Alors, je vais quand même commencer immédiatement par une question très, on va dire, très ciblée qui s'adresse à Cédric, en fait, puisque ça concerne le graphique qu'il a montré sur justement la recherche des termes vegan et vegan ou vegan et vegan. Au Japon, la question était de savoir comment est-ce qu'on peut expliquer les pics du graphique en 2017 et 2019, je crois. Oui, je vais… alors, il y a eu un premier début de réponse dans la partie chat où apparemment une talento
qui s'appelle Lola, est devenue pesco-végétarienne et communique beaucoup sur le véganisme aussi sur ses réseaux sociaux. Donc, ça pourrait être une des hypothèses de travail. Mais est-ce qu'il y aurait d'autres raisons qui expliqueraient justement cette remontée? Donc, en fait, c'est surtout 2019. Ouais. Concrètement, ce pic-là, je ne l'ai pas en tête, mais c'est complètement ça. Je me souviens, il y a le chanteur je crois que c'est One Ok Rock, qui s'était déclaré vegan à un moment, et d'un coup, on a eu plein de... Enfin, plus de recherches et une vraie émulation, parce qu'on cherche, on a toujours une veille sur les mots vegan, et que ce soit en romaji, en katakana et tout ce qu'on veut, sur Twitter, sur Instagram et tout ça. Et c'est vrai que ça s'explique très fortement par des personnalités qui peuvent partager ça sur les réseaux sociaux. Après, parfois, c'est aussi des articles. Des fois, on a de bonnes surprises sur le Yahoo News, où on a de bonnes surprises. Et d'un coup, on a plein de visiteurs, on ne comprend pas pourquoi, parce que les gens cherchent Yann et tout ça. Et voilà, ce pic-là, concrètement, je n'ai pas fait de recherche sur ce que c'était. Je n'ai pas de souvenir exactement ce que c'était. Mais pareil, peut-être que je sais. Oui, je sais très bien. C'était une télévision. C'était en Corée. Il y a eu une sorte de débat télévisé. Et d'ailleurs, Haruko, la fondatrice, a fait 3 Morning TV. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Elle a fait des interviews pour ça. En gros, c'était quelqu'un qui criait sur des gens qui mangeaient de la viande dans un restaurant où on ne sert que de la viande. Et ça avait fait pas mal de remous dans les médias japonais, justement, en disant quelle est l'attitude à adopter, mais qui justement était, nous, on disait, nous, on aimerait justement que ce soit très pacifique et plus inspiré plutôt qu'à engueuler. Et voilà. Mais c'est probablement ça. Je pourrais peut-être, alors je ne sais pas si je peux mettre des liens après et tout, mais on a des articles de VG Project qui sont corrélés à cette période. En tout cas, c'est probablement ça. Probablement ça. Alors ça, c'est une suggestion de ma part, est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait que les Jeux Olympiques qui y approchaient auraient pu aussi relancer les recherches pour le... Je sais pas. Concrètement, ça, je sais pas. Parce que autant les Jeux Olympiques, je les sens un peu latents et qui arrivent petit à petit. Alors peut-être que ça montre la courbe qui monte. Autant justement, je me souviens quand Lola a commencé à poster sur son Instagram, c'était d'ailleurs des screenshots de Netflix qu'avec les sous-titres où elle disait je commence à réfléchir, et après elle s'est déclarée pesco-végétarienne. Là, on sent qu'il y a plus de monde. Après, c'est vrai que concrètement, pour les JO, j'ai plus l'impression que c'est latent petit à petit et plus à l'extérieur du Japon qu'au Japon en lui-même. Ok. Une autre question, alors là, peut-être plus générale, en fait, aux 3 intervenants. Alors, c'est aussi une question qui peut être, comment dire, qui se pose pas seulement ponctuellement, mais on a souvent l'impression que tout se passe à Tokyo, mais est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il y a des associations véganes ailleurs qu'à Tokyo, notamment à Sapporo, puisqu'il y a une personne qui est à Sapporo qui aimerait visiblement se Oui, alors rapprocher? je suis en train de chercher, mais alors est-ce que cette personne parle japonais ou non? Parce que Alors ça, je ne le sais pas. là, je vois une association qui s'appelle Sapporoshi Dobutsu Ego Volunteer. Non, c'est-à-dire on demande des bénévoles pour la protection animale à la ville de Sapporo. Et donc ça vient de la municipalité de Sapporo, par exemple. Alors, comme ça vient de la municipalité, peut-être qu'il y a moyen de traduire en anglais ou se rendre à la municipalité et demander. Et il y aura bien quelqu'un qui parlera anglais, au guichet d'information. En tout cas, de toute façon, pour n'importe quelle information utile, c'est toujours bien de se rendre à la mairie de sa ville, je pense. En tout cas, c'est ce que je vois là. C'est vraiment écrit.
Une autre question, est-ce que vous sauriez où trouver des chaussures véganes à Tokyo? Ah oui, Alors, j'ai vu la Cédric, question. peut-être, c'est toi notre commercial. Ouais. Alors, j'ai pas mis un mute. Je dois dire que j'ai un souvenir d'amis qui ont acheté des chaussures véganes, mais je ne sais pas et je veux pas dire de bêtises, donc je sais même pas si c'était pas des gens qui qui venaient de France et qui étaient venus au Japon. Donc je sais pas. Je sais qu'il y a des sacs. Je connais un magasin où il y a des sacs véganes, mais des chaussures, je ne peux pas dire. Ouais, je sais pas. Moi, j'irais sur Internet si je devais en acheter, honnêtement. Je pense pas que... Je vois pas où est-ce qu'à Tokyo... Je sais pas. Bah, il suffit de porter. Enfin, moi, je porte des baskets, en tout cas. Je porte des Converse. Donc, déjà, quand tu portes des chaussures de sport, en général, elles sont déjà véganes. Sinon, même dans les grands magasins, les chaussures bon marché, en fait, elles sont véganes parce qu'elles sont faites en cuir synthétique. Alors, il faut demander en japonais. J'espère que Madame Watanabe va être d'accord avec moi. Gohi, ça veut dire cuir de synthèse. Et bon, en général, c'est pas des chaussures de très bonne qualité, mais si on les met pour une occasion spéciale, voilà. Bon. Après, moi, c'est vrai que j'ai un peu renoncé avec les chaussures parce que je suis pas non plus. Enfin, j'aime bien que les chaussures durent, hein, donc voilà. Puis le cuir de synthèse, bon, c'est pas très propre non plus comme fabrication, donc. Ouais. Après, il y a aussi du cuir. J'ai vu d'ananas. Enfin, j'ai vu pas mal de choses tourner sur Facebook et je m'étais dit justement la prochaine fois si j'achète des chaussures, ben, j'irai voir sur Internet pour acheter voilà, avec ce genre de cuir alternatif. Intéressant. Ouais, Alors, surtout qu'en plus, le cuir d'ananas, c'est fait avec les peaux d'ananas et tout, donc Ouais. c'est vraiment un moyen de recycler. Bon, et toutes les fibres et tout, oui, c'est vraiment génial. Oui, et Mais puis, cela dit, ça se voit pas. alors une autre auditrice signale que la marque Xeroe, alors je ne sais pas comment ça se prononce, Xeroe Xeroe Shoes a des chaussures véganes et que la marque est vendue dans les boutiques de sport genre ah ben merci de Wild l'info. One. Ah, bah super. Au Japon, j'imagine. Je connais pas. Mais... Ah, ça se dit Zéro. La marque Zéro. Donc, Ah, super. Zéro c'est chose. pas tout à fait judicieux comme nom de marque, mais si je puis me permettre. Ah, très bien. Alors à Kyoto, le magasin Belle et Belle et Sofa. Sofa fait des chaussures en cuir vegan. Ah, génial. Et on peut, apparemment, on peut le trouver sur Internet. Merci beaucoup. Il y a eu une autre question aussi. Alors, c'est pareil, c'est un peu plus pour Cédric, ce coup-là. C'est une question plutôt commentaire. Si les marques qui proposent des produits véganes ne sont pas véganes elles-mêmes, ne faudrait-il pas mettre vegan friendly avec un avertissement sur les paquets? Vegan friendly, je trouve que c'est encore un peu plus bizarre. Enfin, ouais, déjà, alors vegan, pour le coup, nous, notre démarche, elle est assez. On va tout checker, on va checker les ingrédients d'ingrédients et tout ça. Vegan friendly, je sens un peu plus greenwashing, un petit peu vegan friendly, je sens un peu léger. Je sais pas si c'est la bonne démarche à adopter. Parce que de toute façon, donc nous, comme je disais, notre démarche, c'est de populariser au maximum. On vise plus les flexitariens que les véganes. On cherche vraiment à attirer les gens à se poser des questions. Après, les gens qui vont chercher telle marque, est-ce qu'à côté, par exemple, il y a une autre, je sais pas s'il y en a encore, s'il y en a déjà au Japon, mais des vendeurs de jambon qui vont faire des jambons végétaux. Je pense, ou vegan, enfin je dis végétaux, mais enfin des jambons vegan, je pense que certains véganes vont se dire, eh ben, on ne va pas l'acheter parce que cette marque, en fait, c'est horrible ce qu'elle fait. Et c'est vraiment, par définition, c'est horrible. Donc, même si elle met un label vegan friendly ou vegan, je pense que c'est une question de degré de véganisme. Qu'est-ce que je veux pour le futur et comment c'est avec
ma conscience, comment je m'organise avec ma conscience, je pense. Je ne sais pas, Isabelle ou Marine, ce que vous en pensez. Oui, c'est vrai que ce serait la porte ouverte à tout n'importe quoi, quoi. C'est ça. C'est difficile de définir en soi le véganisme, jusqu'où ça va, jusqu'où on peut considérer vegan quelque chose. Alors c'est vrai que vegan friendly, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un petit peu vegan. C'est vrai que c'est pas très clair comme appellation. J'en profite pour dire qu'aujourd'hui, Burger King au Japon a lancé son premier burger 100%, Yaku% plant-based. Et ce terme de plant-based, on le sent de plus en plus arriver. Nous, à VG Project, ça fait 2-3 mois qu'on a même des producteurs qui nous disent on veut peut-être changer en plant-based, plant-based. Et justement, je trouve que plant-based, ça recoupe un peu le vegan-friendly. C'est que, quoique vegan, ça quand même porte l'importance. Mais plant-based, j'ai l'impression qu'il y a des plantes, il y a des végétaux et tout ça, mais peut-être que c'est peut-être du lacto-ovo, c'est peut-être même, il y a peut-être un peu de viande. Et c'est vrai que Burger King. Non, je crois que plant-based, enfin, je me trompe peut-être, mais je crois que plant-based, ça veut dire, enfin, c'est traduit par végétalien, c'est-à-dire c'est vraiment purement végétal, mais ça concerne que l'alimentation. Alors récemment, je suis allé sur Wikipédia. Là encore, c'est pas une source ultime de savoir. Et c'est très intéressant. Wikipédia, pour le moment, la page plant-based, je crois que la version française n'existe pas encore. Et ouais, enfin, elle n'est pas traduite directement. Et il y a les trois notions. Plant-based, ils disent que ça peut être du 100% vegan, ça peut être majoritairement des légumes, mais avec un peu de viande, et ça peut être du lacto-ovo. Et j'ai été très surpris parce que justement, c'est dans notre association et d'autres associations avec qui on parle énormément, ça fait beaucoup débat et ça fait beaucoup débat selon qu'ils aient vécu en Amérique, en Europe ou au Japon, qu'au Japon. Le plant-based, j'ai l'impression qu'il se définit petit à petit. Mais pour le moment, enfin pour nous, pour ce qu'on en voit, que ce soit les industries ou les producteurs ou les clients, il n'y en a pas un qui a une définition commune. Enfin, à chaque fois, ça laisse place au doute. Après, Mais comme je ne sais pas si vous avez vécu au Japon. Très rapidement, nous, végétariens ou véganes même, on a pas mal, avec les restos taïwanais en particulier, le gokun, les véganes, mais sans oignons, sans... Je ne sais plus ce que c'est. Enfin, sans ail. Voilà, tout ce qui peut nuire à la méditation. Et ça aussi, c'est très intéressant parce que pour nous, quand j'en ai parlé, pour eux, ça, c'était le véganisme. Ça, c'est très... alors que ça ne nous viendrait pas, enfin, moi, ça ne me viendrait pas, pardon, je ne veux pas faire généralité, d'enlever de l'oignon ou de l'ail parce que c'est comme ça, quoi. Et c'est très bon pour la santé, en plus. Oui, et en plus... non, mais c'est parce que c'est bouddhiste, c'est pour ça. Par exemple, dans la Shojin Ryori non plus, on n'utilise pas ni oignon, ni ail, tous ces excitants. Enfin, quand c'est servi dans les monastères, bien sûr. Parce que... Après, je pensais aussi parce que vegan, comme c'est pas très connu comme terme, au final, le fait de mettre plant-based, est-ce que justement ça permettrait pas de définir directement, plutôt que mettre vegan, burger, king, vegan, enfin peut-être les gens ils comprendraient même pas ce que c'est en fait, je sais pas, mais... Il y a 3 mois, c'est Moss Burger qui avait lancé le premier burger vert qui s'appelait le Green Burger. Voilà, et je crois qu'ils ont arrêté. Et justement, eux, au lieu de marquer vegan, ils ont vraiment marqué un très gros. C'était vraiment le truc, on voyait marqué que plant-based. Burger en petit et plant-based. Mais je crois qu'ils ont continué. Je crois qu'il a été victime de son succès et que du coup, ils l'ont mis en... Je ne trouve plus, moi. Ah bon? Ah, chez moi, ça y est. Ah, d'accord. Moss Burger autour de chez moi, ils ont arrêté. C'est bien dommage. Mais là, récemment, c'est Dotor qui a commencé aussi, mais ils n'ont pas marqué plant-based. Ils ont marqué Daisoniku. D'accord. Nous avons d'autres questions qui sont arrivées. Alors, je ne vais pas les reprendre forcément dans l'ordre. Il y a une participante qui trouve qu'elle a un problème avec le dashi, le bouillon, au Japon par rapport à la France, et elle aurait voulu savoir ce que vous en pensiez. D'accord.
Le dashi, en fait, c'est très facile d'en faire avec simplement des champignons secs shiitake et de l'algue sèche kombu. Oui. Et ça a beaucoup de goût. Et franchement, c'est pas la peine du tout de rajouter du katsuobushi, bon, comme font les Japonais. Enfin, cela dit, enfin, quand on va dans certains restaurants, qui sont fiers de leur cuisine, justement, ils sont fiers de leur dashi et ils veulent absolument pas y toucher. Ouais. Et donc ça, c'est un peu gênant. Alors, soit on passe là-dessus, je veux dire, s'il y a que ça, soit, enfin, c'est un débat avec sa propre conscience, quoi. Mais si on le prépare à la maison, shiitake et kombu, et c'est parfait. Oui, de toute façon, au Japon, le fait de préparer à la maison, c'est le plus safe. Hein, mais parce que les restaurants, c'est vrai que la plupart du temps, il y en a aussi beaucoup qui savent pas ce que c'est que faire un plat vegan. Donc, moi, ça m'est arrivé de demander c'est quoi? C'était une fondue en fait, où ils avaient mis du dashi justement dedans, mais c'était végétarien pour eux. Et ils m'avaient sorti ça, et j'ai fait, mais il y a du dashi, c'est comment? Puis il m'a dit que c'était du dashi, donc avec du poisson. J'ai fait, mais c'est pas végétarien alors. Et puis il a fait, ah bon. Donc des fois, ils savent pas trop en fait ce qui est dans la limite de ce qu'on peut manger ou pas. Et c'est vrai que les restaurants, c'est compliqué quand c'est pas un restaurant estampillé vegan. Là, on est un petit peu dans l'inconnu et bon, ouais, c'est au risque, voilà, c'est au risque et péril de se tromper. Mais, sinon, une solution aussi pour demander des plats spéciaux, entre guillemets, c'est de dire qu'on est allergique. Parce qu'il y a aussi une intersection entre tous les produits qui sont sans allergènes animaux. Il y a souvent les œufs. Il y a beaucoup de Japonais qui sont allergiques, surtout des enfants qui sont allergiques au lactose, qui sont allergiques aux œufs. Et donc, si on va dans un restaurant et qu'on dit je suis allergique à ci et à ça, à la limite, c'est plus compréhensible. Oui. Ils ont une responsabilité, donc ils vont faire attention. Ouais, ah oui, remarque, si tu dis ça, ils vont avoir peur d'avoir une crise allergique et donc ils vont dire non. Ouais, c'est ça. Si je peux rajouter juste après, pour ceux qui veulent pas faire leur dashi à la maison ou qui. C'est pas pour le restaurant, mais si vous voulez, il y en a de plus en plus qui se vendent. Il y a Kagome qui a commencé son dashi. Il y a Alishan qui a commencé dans tous les magasins bio, les bio c'est bon et tout, qui mettent. Il est un petit peu cher et c'est pas forcément meilleur que le dashi fait maison. Mais il est servi, enfin il est vegan. Et pour le coup, c'est même pas de la pub parce qu'on n'a pas mis dans ou peut-être sur. Cela dit, faire son dashi, ça consiste à prendre 2 ou 3 champignons secs, un bout d'algue kombu et le mettre dans l'eau pendant 3-4 heures. C'est pas non plus. Je crois que même Olivier pourrait le faire. Oui, alors je ne vais pas rentrer dans le débat. Je vais passer à la question suivante. Et la question, alors en fait, c'est pas une question, mais ça rejoint tout le débat Louis, le débat qu'on a depuis tout à l'heure sur comment manger vegan au Japon. En fait, il y a eu un commentaire, une suggestion qui serait encore plus simple, c'est que nos panélistes nous fassent un recueil de recettes, tout simplement. Oui, enfin, on peut aller sur YouTube. Franchement, vous allez sur YouTube, vous avez toutes les recettes que vous voulez. Très récemment, il y a de plus en plus, nous on le voit niveau compétition, il y a de plus en plus d'apps, de sites 100% vegan à faire des recettes avec les caméras vues de haut comme on fait depuis quelques années et tout ça. Donc, il n'y a vraiment pas de difficulté à trouver. Après, la difficulté, si vous voulez quelque chose de tout en français ou je ne sais pas, selon. Ouais, c'est ça. Je pense que sur un site français, ce ne sera pas forcément de la nourriture japonaise, mais vous trouverez facilement, très très facilement, plein de choses véganes à faire. Et c'est beaucoup plus facile qu'on le croit. C'est beaucoup. En fait, c'est le fait d'enlever pas mal d'ingrédients, de beurre et tout. C'est dans la contrainte qu'on devient hyper créatif, je pense. Il y a vraiment beaucoup de recettes. Sur YouTube, tapez le nom de votre plat avec vegan, vous allez trouver des milliers.
Oui, Euh, oui, franchement. Ouais, parce qu'en fait, en fait le problème, c'est que moi, au début, moi, je suis nulle en cuisine, hein, j'essaye, mais c'est toujours pas terrible. Mais j'essaye. Et en fait, justement, quand je cherchais des recettes véganes, j'avais l'habitude de chercher des recettes françaises, donc, alors que j'étais au Japon. Donc, je tapais et puis j'avais jamais les ingrédients que je voulais. Donc, au début, j'achetais des trucs super chers et des trucs compliqués à trouver au Japon. C'est vrai que ça m'énervait. Et après, quand j'ai commencé à justement chercher en japonais, c'est là où j'ai trouvé des recettes que je pouvais faire facilement. Ouais. Donc le fait de parler japonais, quand même, lire japonais, ça facilite grandement le fait de cuisiner quand même. C'est vrai qu'il y a un point dont on n'a pas parlé. Au Japon, je pense le premier choc pour tout, même des flexitariens qui adorent les fruits et légumes, c'est le prix des fruits et C'est légumes. ça. Pour caricaturer, mais sans trop caricaturer non plus, c'est vrai qu'une tomate peut coûter le prix de 1 kilo de tomates en France, quoi. Et c'est vrai que ça change tout, enfin, que ce soit pour les pommes et tout. Et ça change tout, et ça peut paraître très difficile d'être végétarien ou vegan au Japon. Après, il faut trouver, je ne dis pas que c'est les endroits où aller, mais c'est vrai que je pense plutôt que d'aller comment on peut dire, au super du coin, plutôt aller dans les yaoya qui peuvent proposer de très bons, donc les primeurs, quoi, qui peuvent proposer de très bons prix. Moi, j'ai découvert assez tardivement Ame Yokocho pour acheter tout ce qui est haricots, lentilles et tout ça en sec. Au début, je me disais, mais c'est trouvable où au Japon? Ouais. Et finalement, on trouve ça assez facilement. Les gyomyo supa, où on va trouver plein de trucs assez, j'allais dire bon marché, mais enfin à un tarif normal, quoi. Enfin un tarif dont j'étais habitué en France plutôt. C'est pas forcément normal. Mais c'est vrai que ça peut être un frein, je pense, au Japon de se dire ouais, ben, je veux devenir vegan. Et quand la base est le légume et le fruit, ouais, des fois ça peut faire très peur. Moi, quand je parle à des amis ou récemment, les kakis, on me dit t'as payé combien? Ah, ben, moi, pour ce prix, j'en ai eu 1 kilo. Et, ouais, non, c'est vrai. La dernière fois, j'ai fait une tarte aux pommes, j'ai douillé. Et mon mari m'a fait, mais pourquoi tu fais ça? Je joue une tarte aux pommes. Une autre question, et là aussi qui concerne certainement beaucoup de gens. Est-ce que vous savez où on peut trouver des produits véganes sur le net, hors Amazon ou Yahoo? C'est quelqu'un qui vit à Oita et donc qui est un peu loin de tout. Et donc ça peut être compliqué aussi pour les gens qui ne sont pas forcément dans les grandes villes. Alors, très rapidement, nous, alors VG Project, on est entre Ueno et Asakusa. Et l'an dernier, il a ouvert un store, un vrai magasin qui s'appelle Vegan Store. Et ils font de la vente en ligne de produits vegan. Pas très loin de Vegan Store, il a ouvert un café qui s'appelle Shochi Kuen et qui est complètement délicieux. Et ils font aussi de la vente en ligne de produits 100% vegan. Après c'est tout ce que j'ai en tête pour le moment, mais je pense que c'est. Il y a le site VGWell. Ah oui, VGWell, marché. Ouais. Moi, j'avais acheté sur Kaluna, je ne sais pas si vous connaissez. Ah, Kaluna, oui. Bah, ils vendent pas mal de produits au Vegan Store aussi. Ah, et on a un très bon c'était vraiment super un partenaire qui s'appelle Green Culture. Et avant, ils vendaient sur Rakuten. Maintenant, ils ont leur propre site, donc Green Culture. Ils vendent beaucoup de fausses viandes. Alishan, je ne sais pas, peut-être qu'ils ont un. Ah, Alishan, ils font aussi. Mais Alishan, ils font plus dans le bio que dans le vegan, mais ils vendent énormément de. Voilà, bah oui, voilà, il y a quelqu'un qui a mis Oui. Alishan. Et Alishan, je vous conseille d'y aller si vous pouvez. C'est vers Saitama. C'est un peu perdu dans la préfecture de Saitama. C'est un endroit vraiment très joli. Le store est super sympa. Ils ont un café, franchement. Il y a une montagne à côté. Énormément de produits vegan là-bas. Ouais, une autre question, est-ce que vous avez eu l'occasion de... alors, où sont les véganes japonais en fait? Parce que la personne qui pose la question a l'impression que les gens véganes au Japon, c'est plutôt les étrangers ou des Japonais qui veulent manger, comme vous disiez pendant vos interventions, healthy, mais qui ne sont pas forcément véganes au sens propre. Si, il y en a quand même, bien sûr. Si on va dans des associations, si on est bénévole dans des associations animalistes, bien sûr, les gens sont véganes.
moi, de notre côté, à VG Project, les événements, c'est vrai qu'on va dire qu'on a à peu près 50% de Gaikokujin, mais le plus généralement, nos volontaires sont japonais et sont véganes. Après, moi, ce que j'avais fait, enfin, ce que j'avais connu quand je suis arrivé au Japon, c'était le Vegan Meetup, Tokyo Vegan Meetup. Bon, là, pareil, c'est pas mal géré par des étrangers, mais je pense que c'est quelque chose comme 50-50 peut-être. Si votre objectif, c'est de rencontrer des Japonais véganes, je pense que oui, je dirais VG Project et Tokyo Vegan Meetup. Et je pense qu'il y en a pas mal. Il y a pas mal de groupes Line aussi, de groupes de discussion Line où ça parle tout en japonais. Et c'est un petit peu plus privé, un peu plus dur à rentrer, mais c'est possible. Il y en a. Ils existent. Et alors, j'ai gardé une question, pas pour la fin, parce qu'on a encore un peu de temps. Hein. N'hésitez pas à poser des questions encore, si vous en avez, toujours. Mais je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre à cette question sur Picard au Japon, qui est orienté végétarien-vegan. Mais est-ce que vous savez si c'est spécifique au Japon ou est-ce que c'est la marque elle-même qui le fait en général? Ou parce que la personne dit que d'autres marques françaises n'ont pas l'air d'avoir ce pli vegan végétarien. Qui commence? Moi, Picard, je veux dire, si c'est les fruits et légumes, c'est pas la peine d'acheter des surgelés Picard au Japon. Sinon, si c'est des plats préparés, à mon avis, ils sont pas véganes du tout. Hein. Moi, j'avais fait un tour une fois, je crois que j'ai rien trouvé de vegan, hein, honnêtement. Perso, même impression. Enfin, j'y suis allé plusieurs fois parce que ils sont souvent côte à côte de Bio C'est Bon. Je pense que c'est un peu la même. Ouais. Et autant Bio C'est Bon, on va trouver pas mal de labels vegan. Autant Picard, j'ai pas le souvenir d'avoir trouvé énormément, de trucs certifiés vegan. Et comme tu dis, Isabelle, enfin, personnellement, moi, je suis plus à me dire dans cette philosophie vegan à essayer de consommer plus local et tout ça. Donc, je vois pas trop d'intérêt. D'accord. Donc, apparemment, ils auraient sorti quelque chose aussi à Picard. Eh ben, j'irai goûter. Par contre, à Bio C'est Bon, moi, j'ai été déçue parce que j'y suis allée, je crois, la semaine dernière, parce que je voulais trouver de la crème végétale, de la crème de soja, et il y en avait plus. Et j'ai dit, mais pourquoi il y en a plus? Par contre, ils avaient, carrément un mur de laits végétaux, alors que bon, ça existe partout, quoi. Il n'y a pas besoin d'aller à Bio C'est Bon. Ouais, c'est vrai. Les prix sont assez. C'est super cher, Bio C'est Bon. J'y vais rarement. Consommons local. Par contre, très récemment, c'est un produit qui n'est pas qu'à Bio C'est Bon, qui est aussi à Vegan Store, à Shuchikoen, et que je vois pas mal. C'est le nouveau beurre. Alors, je ne sais pas si ça peut remplacer une crème, mais un beurre qui s'appelle Naturely, que je conseille. Moi, c'est un des beurres qui m'a complètement choqué. Ah, le chat. Ouais, et moi, dans mon magasin bio, je trouve une margarine à base de soja fermenté aussi. C'est, je crois, la marque Food, Peace, Love. J'irai voir ça. Ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, et sinon, alors, il y a des groupes Facebook, comme par exemple Vegan Supermarket Finds ou des trucs comme ça. Si on tape vegan sur Facebook, Vegan Tokyo, on trouve plein de trucs, à mon avis. Ouais, il y a Tokyo Vegan Club, je crois, ou Tokyo Vegan. Oui, mais genre Vegetarian Finds, c'est-à-dire, ah tiens, moi j'ai trouvé ce produit dans tel supermarché, tout ça. D'accord. Eh bien, nous nous rapprochons de la fin de cette conférence et des questions. Je n'ai pas vu de nouvelles questions pendant votre dernière réponse, donc je pense que nous allons vous remercier tous les trois d'avoir gentiment contribué à nous éclairer un peu plus sur le véganisme en général et sur comment surtout pouvoir être vegan au Japon. Parce que c'est vrai que je pense que beaucoup de personnes, et moi inclus, se posaient la question de quoi faire, comment faire et où. J'espère que cette conférence aura apporté en tout cas des réponses suffisantes.
Je remercie toutes les personnes qui sont restées jusqu'au bout aussi pour vous écouter. Oui, et les auditeurs qui ont participé, qui nous ont appris des choses aussi. Merci aussi pour vos questions et je vous rappelle donc, n'oubliez pas aussi, si vous pouvez, de contribuer à la bouquinerie solidaire, soit en ligne, soit en physique, à partir de... soit en physique dimanche qui arrive, là le 12, en fait nous serons présents à Edogawabashi, sur le marché de Edogawabashi. Et donc, merci beaucoup à tout le monde. Nous allons nous séparer à 21h30 et pile poil l'heure qui était prévue pour la fin de cette conférence. Voilà, nous avons réussi à devenir japonais pour aujourd'hui. Tatamisé. Merci beaucoup à tous. À bientôt pour d'autres conférences qui arriveront plus tard. Très bientôt. Au revoir. Au revoir, bonne soirée.